Stupeur et tremblement à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas éliminé au deuxième tour par le gigantesque Gigante. C'est peut-être l'une des pires défaites de sa carrière. On va l'analyser en détail en fin de vidéo. Le coup de gueule de Jabber sur le mépris montré au tennis féminin à Roland-Garros. Rude éliminé, mon fils éternel. Et la plaque de Nadal, c'est le programme tragicomique de ton nouveau digest de Roland-Garros. Je te laisse claquer ton plus beau pouce, mon très cher Goth. T'abonner également pour ne rien manquer de toutes mes quotidiennes. C'est super important. Et on se retrouve juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau avec le gros coup de gueule de Ons Jabber qui en avait gros sur la patate après son élimination au premier tour à Roland-Garros. Elle a évoqué l'absence quasiment totale des matchs féminins en night session. Alors, on va d'abord lire les propos de Jabber. Donc elle le dit ici, vous le voyez en vert, c'est dommage pour le sport féminin en général, pas seulement pour le tennis. Je ne pense pas que ceux qui prennent ces décisions ont des filles, je ne crois pas qu'il les traiterait comme ça. C'est un peu ironique, dit-elle, ils ne montrent pas le sport féminin, ils ne montrent pas le tennis féminin, et puis ils disent « Ah mais de toute façon, les fans regardent surtout les hommes ». Bien sûr, dit-elle, qu'ils regardent plus les hommes parce qu'on montre plus les hommes, tout est lié, ça c'est un point qui est intéressant. C'est une honte de la part de la fédération, une honte de la part du diffuseur d'avoir signé un tel contrat. Beaucoup de grandes joueuses méritent d'être là. Alors elle parle par exemple du match entre Osaka et Badoza, un match incroyable qui selon elle aurait dû être joué en session nuit. Elle parle aussi du match l'année dernière entre Swiatek et Osaka qui était l'un des 3-4 meilleurs matchs de la quinzaine, hommes et femmes confondus. Alors on marche sur des œufs, mais j'adore ce type de sujet. D'abord un petit peu de contexte, il y a eu 43 night sessions depuis le début des nights à Roland-Garros, 4 simplement ont été disputés avec un match féminin. On va rappeler des faits, c'est très important pour se faire une bonne analyse, une bonne vision de la situation. D'abord, c'est très important de le noter, le tennis féminin génère moins d'argent que le tennis masculin. Le point que Ons Jabber soulève, c'est que elle dit en gros, si on invisibilise, c'est normal que ça génère moins. C'est clairement un argument qu'on peut recevoir, et après il y a aussi des questions d'intérêt du public, de compétitivité. À noter également que lorsque l'on compare le tennis avec d'autres sports, par exemple le football, le rugby, le golf, la boxe, tout ce que vous voulez, eh bien le tennis fait partie des sports les plus équitables en termes de rémunération. Quand vous regardez à chaque fois les classements des 10 femmes les plus payées au monde dans le sport, eh bien vous avez souvent des joueuses de tennis. Il y a tous ces tournois mixtes, les grands chelems, les 1000 également, vous avez sur un seul site en même temps les joueurs et les joueuses qui jouent. Alors évidemment, parfois il y a des programmations qui sont moins à l'avantage du tennis féminin, mais ça c'est encore une fois l'offre et la demande qui dictent ça. On est dans un pur marché et une logique capitaliste. On est obligé de parler des night sessions aussi. Je pense que c'est très important parce que les night sessions ont créé un problème qui n'existait pas avant à Roland-Garros. Parce que à partir du moment où tu isoles un seul match, eh bien tu te mets dans une merde noire. C'est ça le problème. C'est que on a Prime qui est seul diffuseur et Prime, ils veulent pas prendre le risque de mettre un match en 2 sets gagnants qui pourrait se terminer en 1 heure, parce que déjà c'est le seul match désormais qu'ils ont à proposer. Avant ils avaient le Simone Mathieu, les billets pour le Châtrier sur les night sessions c'est quand même un petit peu cher, et donc on doit pouvoir garantir un spectacle d'une certaine durée, et forcément tu as un peu plus de sécurité quand tu choisis un match masculin. Maintenant, même si je comprends la logique des diffuseurs, même si je comprends la logique capitaliste qui anime le tennis et le monde entier, je pense quand même qu'avec Amélie Mauresmo aux manettes de Roland-Garros, on devrait quand même à minima mettre un match féminin par quinzaine, voire 2, pour l'exposer, pour le montrer. Je pense justement, je suis d'accord avec ce que disait Ons Jabber sur le Swiatek Osaka, c'était vraiment un match qui aurait dû se trouver en night session. Et je vais terminer sur mon expérience perso. Moi j'ai grandi avec les Graf, les Serena Williams, les Hénin, les Kim Clijsters. Je ressentais pas ce truc-là, moi. Je me disais pas, le tennis masculin, c'est mieux que le tennis féminin. Moi, j'ai grandi avec un tennis féminin qui était gigantesque dans les années 90. Et est-ce que, en fait, l'un des problèmes qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'on a un tennis féminin un petit peu stéréotypé? Je veux bien votre avis dans les commentaires désormais, sujet technique, sensible, périlleux, et je compte sur vous pour être les plus disciplinés possibles dans les commentaires et les plus articulés. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau. Là, on va passer du coq à l'âne, parce qu'on a eu la déclaration de Jack Draper quant au contrôle antidopage. Et donc, il nous a expliqué comment est-ce qu'un joueur de tennis, après un match où il a tout sué sa flotte, et il se retrouve parfois à devoir uriner,
avec un gars qui le regardait. C'est un petit peu compliqué parfois. Et donc Jack nous a expliqué que c'est évidemment un moment difficile parfois. Parfois, dit-il, on pousse tellement fort qu'on pète et on est juste à côté d'eux. C'est donc aussi un travail difficile pour eux. Je garde toujours ça en tête. Certains s'énervent parce que c'est une situation... Non, j'y suis pas arrivé, la transition était trop difficile là, on est passé d'un sujet hyper sérieux à une espèce de dinguerie, c'était pas possible. La troisième info de ce côté réseau, c'est une petite capsule avec Yannick Sinner qui, pour Lavazza, était voilà, pris dans une publicité sur Instagram. Ça m'a beaucoup intéressé parce que le jeu c'était 2 vérités et un mensonge. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une super vanne à faire là-dessus, j'arrive pas à la trouver. Nous avons vibré comme Jaja hier soir devant Gaël Monfils qui continue à nous régaler à 38 ans et des brouettes. C'est absolument extraordinaire ce qu'elle a livré contre Delian. En plus, il se fracasse dans le panneau publicitaire d'entrée de jeu et puis finalement, il va réussir à remonter tout ça. Et on a la petite stat de Constance qui nous invite à regarder dans le passé. Et on se rappelle forcément la plus grande remontada de l'histoire au niveau de l'âge. C'était Pancho González, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. C'était à Wimbledon, il avait 41 ans et 1 mois sur un match. Vous voyez le score, c'était avant l'introduction du tie-break, je crois que c'était en 71. C'est un match mythique ça de Wimbledon. On a aussi juste devant Gaël Monfils, le Jimmy Connors, Patrick McEnroe, premier tour à l'US Open en 91, le run formidable de Jimbo. Ce côté réseau doit se terminer avec un petit peu de tendresse, et on en a eu de la tendresse avec un ramasseur de balles qui, vous le voyez ici, a mis sa petite main sur la plaque, l'a joliment époussetée. Et cette plaque désormais qui s'inscrit dans l'histoire du tournoi de Roland-Garros, et je trouve que c'est, franchement, même après quelques jours, je pense que c'était la meilleure idée possible que tu pouvais avoir. Ne pas renommer évidemment le cours Philippe Chatrier, mais donner à Rafa cette plaque avec les 14 titres, la petite trace également de semelle. Je trouve ça absolument formidable et bien vu. On avance sur le coin tactique désormais, et c'est la belle surprise de la journée. Quentin Alice The Q qui a battu Kecmanovic avec un jeu pivot ici, le 10e de la 3e manche. C'est là que le drame s'est noué avec 4 balles de 7 pour Kecmanovic, bien sauvé avec des gros services de Quentin. On connaît les qualités de Quentin, gros service, gros coup droit. Kecmanovic qui a eu 15 balles de break au total, et accrochez-vous à votre slibar, une seule convertie, et sur le 3e set, 0 converti sur 10. Il a remporté le tie-break de la 3e manche, et ensuite il a réussi à terminer ça en 4. Très belle victoire d'Alice. Il est, on peut le dire, le favori de sa partie de tableau pour aller jusqu'en demi-finale et affronter potentiellement Carlos Alcaraz. C'est Lorenzo Musetti qui nous a régalé, vraiment taille patron je trouve depuis 1 an, et surtout ces dernières semaines avec ce volume désormais en coup droit sur lequel il peut organiser son jeu et toute sa créativité. Il a été excellent, brillant quasiment du début à la fin. Aïe aïe aïe, c'est l'une des sensations de la journée aujourd'hui, avec Casper Ruud qui s'est fait éliminer par Borges avec un niveau moyen. Le portugais super stable, il lui a fait tellement mal avec ses redirections côté revers. Il a ciblé aussi Casper sur son revers, il l'a empêché d'organiser avec son coup droit. Borges qui a été clinique sur ce match pour profiter d'un Ruud diminué, on va en parler d'ici quelques instants, mais Borges, je trouve que c'est un joueur qui est très sous-coté, vraiment stable au niveau technique. Là, vous le voyez, il fait passer Casper Ruud sous la balle en revers, et là forcément, le Norvégien est complètement désactivé. Alors, malheureusement pour Casper, eh bien, il y a eu un problème au niveau du genou, il l'a expliqué ensuite, ça fait des semaines et des semaines qu'il est gêné par ça. Il a comme un liquide qui gonfle autour de son genou. Alors là, il va essayer de se reposer un petit peu. En même temps, d'habitude, Casper, après Roland-Garros, il coupe pour aller jouer au golf et se pointer à Wimbledon juste un petit peu, voilà, en improviste. Mais Casper, ça fait 1 an qu'il est en galère avec son physique. On l'avait retrouvé quand même un petit peu à Madrid avec son titre. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt depuis 1 an. On l'avait prédit hier, vous vous en souvenez, le petit set gratté par Marozsan avec un relâchement pour Carlitos sur le début de la 2e manche. Ici, il va rejouer sur Marozsan et caviarder une volée juste après. Il y a 3 fautes directes dans ce premier break. Là, on est au tout début de la 2e manche. Il va jamais réussir à refaire son retard malgré 5 occasions dans ce set. Et ce qu'on a vu aussi sur cette rencontre, c'est à quel point le format en 3 sets gagnants lui sied à merveille. Il adore cette temporalité. Il a pas du tout paniqué, alors que je pense que sur un format en 2 sets gagnants, après le gain de la 2e manche de Marozsan, il aurait légèrement flippé. Et là, on a eu le coup de génie de la journée avec ce petit revers glissé tout doucement entre la chaise de l'arbitre et le poteau. Un coup à la Nick Kyrgios, ou peut-être encore plus à la Roger Federer. Il n'y avait rien de fédéresque dans la défaite de Stefanos Tsitsipas il y a quelques minutes face à Gigante, l'une des pires défaites de sa carrière. On a vu par instant un Stefanos impliqué, qui serrait le poing, qui donnait le change, qui a rappelé son papounet à partir de Monte Carlo, et pourtant on avait vu un magnifique Stefanos. Je me suis
laissé prendre par le truc. À Dubaï, je l'ai trouvé extraordinaire avec sa nouvelle raquette, avec ses intentions, ses velléités sur son revers. Là, on a retrouvé ce Stefanos qui parfois baisse la tête, baisse les yeux, est complètement désincarné. L'un des instants cruciaux de ce match, ça a été au début de la troisième manche, Stefanos qui a repris le momentum à la fin du deuxième set et qui va envoyer 2 doubles fautes, dont une ici sur cette balle de break pour donner le break. Il fait un troisième set qui est horrible et on va parler du revers. Attendez juste un instant, mais moi ce qui m'a inquiété aussi c'est le coup droit. En fait quand le coup droit flanche, parce qu'il sent qu'il doit impérativement en mettre beaucoup plus de ce côté-là, et quand t'as le coup droit qui explose du côté de Stefanos, c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Et Gigante qui a joué sur cette fébrilité, qui a été très bon, qui a été excellent même cet après-midi, avec une belle utilisation de l'agression derrière la deuxième balle de Stefanos, qui est à 1 sur 8 simplement derrière sa deuxième sur le troisième set. Ici par exemple, on a un gros retour dans la diago, et immédiatement ensuite, il va enclencher une attaque sur le revers de Tsitsipas, qui n'a pas de défense, qui n'a pas de slice et qui n'a pas de retour de ce côté-là. Parce que oui, il faut parler du revers, et Tsitsipas qui est retourné vers son papounet, qui est retourné à son ancienne raquette, qui est dans un statu quo un petit peu bizarre. En fait, j'ai l'impression que ce gars, il est au milieu d'un énorme bordel. Il a cassé la bulle en se mettant avec Badoza. Je suis désolé de parler d'extra sportif, mais c'est très important avec lui. Il a rappelé le papounet. On sait aussi qu'il y a la maman qui gravite. Il retourne à son ancien matériel. C'est un énorme bordel. Il n'y a aucun fil conducteur. Et on a vu à quel point Gigante l'a martyrisé sur le service de gaucher sur son revers. Il y a eu un nombre de bois, de fautes, d'approximations incalculables. Et là où Gigante a été très fort, c'est qu'il n'a pas lâché. Et en fait, on peut le dire, il n'a pas respecté Stefanos Tsitsipas, qui n'inspire plus le respect, qui va sortir du top 25. Tenez-vous bien, Stefanos Tsitsipas, finaliste en 2021, a une manche simplement de remporter son premier Roland-Garros, qui avait été exilé sur le court numéro 6 sur son premier tour, et là qui se retrouve à se prendre un passing de l'espace. Et moi, ce qui m'interpelle peut-être le plus, c'est la fin de ce match, parce que Stefanos va avoir 8 balles de débreak sur les 2 derniers jeux, et regardez son attitude ici. Alors ok, Gigante, il a envoyé des amortis, c'était un croisement entre Hugo Gaston et Maro-Tsan. Là, franchement, il peut aller faire la course, il peut montrer en fait à Gigante qu'il est dans le combat, qu'il est dessus, qu'il va se battre sur tous les points. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Et si vous aimez le jeu de Stefanos comme moi, si vous avez aimé, adoré le voir participer à des matchs frissons contre Federer, contre Nadal, contre les grands du jeu, bah forcément vous avez vu ce match et vous avez été perplexe, déçu, triste de voir ce downfall de Stefanos Tsitsipas. Moi j'espère vivement que les rumeurs qui disaient que Ivan Izevich deviendrait son prochain coach, bah j'espère vraiment qu'il va tout envoyer valdinguer. Il faut casser quelque chose là, parce que soit il accepte ce statu quo et bah, de devenir un joueur moyen, mid, ou alors il pète tout et il essaye de tenter un dernier push. Parce que là, sérieusement, même si Gigante a été excellent quasiment du début à la fin, ce match ressemblait à la fin d'un cycle pour Stefanos Tsitsipas. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax. Vous avez une nouvelle offre à disposition, ce sont 100 € de cash, jusqu'à 100 € de cash remboursés pour tout premier pari. Vous avez aussi mon petit code spécial SV10 pour toute première inscription. L'offre, elle est exclusivement réservée aux adultes. On a des spots sympathiques demain, la fin des deuxièmes tours. Alors Arthur Fils contre Raume Mouna, je veux pas de dinguerie là, hein. Je veux du 3-0 pour Tutur, allez peut-être un set lâché grand maximum. Jerry Lehchka contre Fokina, j'aime beaucoup ce match et j'ai envie de partir sur la Fokinette. J'ai aussi envie de partir sur le set de Bublik qui me ravit depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Je le trouve franchement méga efficace, méga impactant. Alors après, on a des cotes, vous voyez, Rublev 1,02, Sinner 1,01. On va poser un petit voile pudique là-dessus. Par contre, Gabriel Diallo contre Grigsport. Alors attention, je vois pas non plus Diallo remporter ce match, mais le petit Setounet, ça peut clairement se tenter cette histoire. Et puis, on aura le gros highlight de la journée. Est-ce que Corentin Moutet peut aller prendre un set à Novak Djokovic? Ma réponse est non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez une petite baguette tradition. Du beurre salé, évidemment, cristaux de sel, le beurre doux n'existe pas. De la rosette et un petit peu de cornichon comme ça.